Bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là et puis de défendre le dépistage du cancer colorectal et puis d'être avec vous et de partager un petit peu avec vous. Alors, en chirurgie, ça remonte à il y a beaucoup de milliers d'années. La première opération a eu lieu il y a 30 000 ans, ça a été découvert l'année dernière. Et moi, j'avais des datas comme quoi la première trépanation avait eu lieu il y a 10 000 ans. Donc, vous pouvez imaginer qu'en tous ces milliers d'années, il y a peut-être eu des progrès dans le développement de la chirurgie. En fait, pas autant que ça, en tout cas, pas jusqu'à récemment. On a les premiers instruments chirurgicaux qui sont décrits chez les Égyptiens 4000 ans avant Jésus-Christ. Et ils vont rester à peu près les mêmes pendant plus de 6000 ans, avec la découverte de l'anatomie, avec Vessal et les anatomistes, et la chirurgie qui reste diablement la même. La chirurgie évolue grâce à l'anesthésie, donc on peut opérer les gens, mais ils meurent. Parce qu'on n'a pas encore inventé l'asepsie, et finalement avec l'asepsie, la chirurgie se développe, toujours avec les mêmes instruments, et des chirurgiens qui vont développer ça. À ce moment-là, on pourra faire beaucoup de choses, et on va pouvoir guérir des patients, on va pouvoir guérir des cancers. Malheureusement, c'est toujours une chirurgie ouverte, la même depuis 30 000 ans, et Marilyn aurait peut-être préféré qu'on invente quelque chose de nouveau. Pour ça que dans les années 80, il y a un gynécologue, Philippe Mouret, qui va commencer à développer la soliochirurgie exploratrice. Et à partir de là, en fait, ça va se développer de manière extrêmement rapide vers la chirurgie par laparoscopie, la chirurgie par les petits trous, jusqu'à aujourd'hui où il y a des fois des chirurgies même sans trous du tout. La chirurgie minimalement invasive. Les progrès et les nouveautés technologiques amènent à une diminution des complications, la morbidité, de la mortalité, de la récidive et de la mortalité à long terme. L'évolution technologique, quand on regarde ces vieux films, on voit aussi qu'il y a des grosses différences dans les effets spéciaux et dans tout ce qui peut arriver. Pourquoi est-ce que ça arrive au cinéma? Est-ce que ça n'arrive pas dans nos salles d'opération? Et oui, ça arrive et j'espère que vous démontrez quelques effets. La technologie en chirurgie avec le 3D, le 4K, la réalité augmentée. La célioscopie, donc c'est ce qui est inventé dans les années 80, c'est de travailler avec des instruments droits sur des écrans en 2 dimensions. On perd des degrés de liberté, on a une longue courbe d'apprentissage avec des instruments non articulés, mais on n'a pas l'avantage de pouvoir reproduire ce qu'on fait en chirurgie dite ouverte. Le 3D va permettre d'améliorer ceci, mais nécessite d'opérer avec des lunettes de soleil, ce qui n'est pas forcément très avantageux, et ce qui nous fait ressembler aux Blues Brothers quand vous entrez dans une salle d'opération, on opère en 3D. Donc il faut des lunettes, il faut des systèmes de rotation de l'horizon qui ne sont pas parfaits, il y a des difficultés pour faire la mise au point et on peut se retrouver avec des gros maux de tête après une journée en 3D. Le 4K a permis d'améliorer ça et l'image que Emmanuel Coron nous a montré où on voit les globules rouges bouger, c'est quelque chose qu'on peut avoir, mais là aussi on n'a pas la profondeur de champ et donc ces améliorations technologiques nous ont permis de faire une meilleure chirurgie. Là-dessus, il y a le robot. Le robot, il est venu et peut-être qu'un jour, on aura des robots chirurgiens. Pour l'instant, on a un robot qui n'est pas tout à fait chirurgien. On a des bras articulés qui s'appelle le Da Vinci XI. Mais quand on regarde ce qu'il fait, c'est assez impressionnant. Et il va nous permettre de restaurer une partie de ce qu'on a perdu en faisant de la laparoscopie et en améliorant les résultats pour nos malades en faisant une chirurgie avec ces bras articulés. Ils ont un avantage, c'est d'amener de la 3 dimensions de manière stable, sans porter de lunettes de soleil, et d'avoir une impression d'être en immersion à l'intérieur de nos malades, d'être un petit peu comme dans l'avant-tiers intérieur, en train d'explorer l'abdomen de nos malades ou d'autres parties. Ceci permet aussi d'améliorer des degrés de liberté. 7 degrés de liberté, c'est peut-être même plus que ce que votre main réussit à faire. Et on peut donc bouger dans tous les axes avec des courbes d'apprentissage plus courtes et des instruments articulés. Ça, c'est un petit film fait par nos collègues urologues qui montrait à quel point on peut faire une finesse à des gestes fins avec notre robot. Et on peut même raser et manipuler une lame de manière extrêmement précise.
avec ce robot. Je ne vous ai pas montré trop d'images intra-abdominales, mais ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire. Et donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement élégant. Alors est-ce que cette nouvelle technologie a permis d'améliorer les choses pour le cancer colorectal ? Malheureusement, pas autant qu'on peut, même si les présidents viennent voir le robot et le tester. Et nous, on a eu quelques personnages politiques qui sont aussi venus. Donc, dans la chirurgie rectale, le robot Da Vinci a permis d'obtenir, dans certains cas, des meilleurs résultats, notamment chez des patients obèses, des hommes, des patients irradiés. Et on a une grosse expérience robotique ici à Genève, même si sur le colorectal, on n'a pas une expérience aussi grande que ces 2500 cas opérés dans notre service. La première étude prospective randomisée, l'étude ROLAR, où ils ont essayé de voir s'il y avait un avantage, notamment en termes de devoir convertir et faire des chirurgies ouvertes chez les patients comme ça, et le taux est d'environ 8 à 10%. Et malheureusement, sur 400 malades, on n'a pas réussi à montrer d'avantage du robot. Heureusement, en 2022, on voit arriver une nouvelle étude qui montre sur environ 2 groupes de 620 malades un avantage. Et si vous voyez sur cette partie du graphique, un avantage qui favorise la chirurgie robotique. Et donc, pour les tumeurs du bas rectum, on a une meilleure qualité de la résection oncologique, moins de traumas chirurgicaux et une meilleure récupération post-opératoire. Même si ça reste un bras articulé, même si le coût est peut-être plus important que celui d'un chirurgien simple et qu'il y a des limites d'utilisation quand on va opérer dans différents cadres. Donc pour le robot aujourd'hui, ça reste très contradictoire. On sait que la sécurité est garantie, que les datas nécessitent encore d'être réunies et que ces innovations technologiques amènent quelque chose. À tel point qu'il y a beaucoup de robots qui sont en train d'être développés, notamment des robots avec plateforme unique. On va passer autour d'un orifice unique et faire pas de cicatrices. Des nouveaux robots qui vont se développer sur les mêmes principes, avec des bras articulés, ensemble ou séparés, dans les différentes compagnies médicales. Et des robots qui vont être juste des bras articulés qu'on va utiliser pendant ces opérations pour nous aider à certaines étapes en faisant de la laparoscopie et des approches un petit peu hybrides. Un des derniers robots que j'ai été voir, c'est celui-là. Ça ressemble à un BAMX et il va se déployer à l'intérieur du corps de nos patients et va nous permettre d'opérer à distance. Et l'avantage de ces robots-là, c'est qu'ils sont beaucoup moins lourds et pourraient peut-être un jour faire partie de la conquête spatiale, puisque un robot tel qu'on le connaît aujourd'hui pèse environ 1 tonne et que c'est difficile de le mettre dans une fusée et de l'envoyer sur Mars. Donc les futurs de la robotique avec des robots qui vont continuer à nous soigner, qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus petits, avec peut-être une intelligence artificielle qui va nous apprendre à apprendre. Un petit mot sur les résections transanales. Les innovations technologiques, on a vu le docteur Coron nous montrer une résection transanale et puis nous aussi, les chirurgiens, on a la possibilité de faire une partie de ces résections. Et comme vous le voyez, en passant par en bas, on arrive à identifier des tumeurs et aller les disséquer de manière tout à fait intéressante, chose qui était inimaginable avant l'avènement de la laparoscopie. On a même pu faire certaines chirurgies avec du robot, même si pour le moment, ça reste quelque chose d'anecdotique. Et ça permet d'avoir des spécimens, comme vous l'avez vu, qui permettent de faire des résections importantes. Donc là, quelque chose qui est extrêmement en complémentarité avec nos collègues gastro-entérologues et où eux ont bien augmenté. Finalement, la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est d'amener dans un champ visuel quelque chose qui n'existe pas, de façon à ce qu'on puisse le voir de manière différente. Et ça, c'est utile aujourd'hui dans nos salles d'opération. Comment ça a commencé? Ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé il y a une dizaine d'années avec des prototypes qui ressemblaient à ça, qui ne ressemblent pas du tout à ce que ça ressemble aujourd'hui. Des anesthésistes anglais qui ne mettaient pas de masque et à Oxford.
on voit qu'en 10 ans, il y a eu une montée massive du nombre de publications et que cela est possible parce que la technologie évolue. Elle évolue de manière importante, sachant qu'aujourd'hui, dans vos poches, vous avez plus de technologie que ce qui a permis de faire revenir Apollo 11 et Apollo 13 sur la Terre. On a différents systèmes qui sont développés, qui ressemblent plus du tout aux prototypes et qui permettent de résoudre des problèmes chirurgicaux aigus, comme les fuites des sutures digestives, qui représentent un problème important, qui vont, notamment pour la chirurgie du rectum, jusqu'à 10, 11, voire 15%. Il y a des facteurs de risque chez les patients qu'on doit modifier avant d'utiliser la réalité augmentée, notamment les problèmes de malnutrition, d'utilisation de stéroïdes, l'alcool, l'obésité ou le tabagisme. Et on va optimiser nos malades pour les amener à la chirurgie. Mais une fois qu'on aura fait ça, il faudra qu'on s'assure que la vascularisation est bonne. Et comment l'évaluer? Il faut un dispositif qui est facile à utiliser, y compris en laparoscopie, fiable et pas trop cher. Alors, les vieux chirurgiens disaient si c'est rose, c'est bien, si c'est bleu, c'est pas bien. C'est clair, quand c'est bleu, c'est pas terrible, c'est pas bien vascularisé, mais on a quand même 10 à 15% de fuite avec ça. On peut tester les vaisseaux. Mais malheureusement, on a encore 10 à 15%. Et il y a plein de gens qui ont cherché plein de choses extrêmement compliquées. Et moi, je vais vous parler de cette réalité augmentée, notamment en utilisant une caméra néo-infrarouge. La caméra néo-infrarouge va stimuler une molécule qui s'appelle l'indocyanine verte, qui va être excitée et qui va réémettre un signal et qui nous permettra de voir des choses. L'indocyanine verte était utilisée dans le cinéma avant d'être utilisée chez l'homme et c'est une petite molécule qu'on va injecter qui n'est pas très chère et qui n'est pas très toxique avec une allergie sur 300 000, ce qui est pratiquement rien. L'idée, c'est de pouvoir l'injecter à plusieurs phases de l'opération et qui va nous permettre de voir là où sont les vaisseaux sanguins, juste par une injection intraveineuse. C'est un exemple. Ici, on a la vision normale, on ne voit rien, un petit clip à l'endroit où on pense que les vaisseaux vont s'arrêter, une vision en néo-infrarouge, en noir et blanc, et une vision ici en réalité augmentée. Et en fait, une fois que l'injection est faite, on va voir apparaître un signal qui va être visible à l'œil nu, mais qui n'est pas visible sans la caméra. On voit clairement une zone qui est bien vascularisée, une zone qui ne l'est pas, où la molécule ne pénètre pas. Ceci est intéressant puisque ça permet, par rapport à une évaluation sans cette réalité augmentée, de trouver des différences qui se manifestent par des différences en termes de fuite anastomotique. Ici, on avait 18% dans le groupe contrôle et 6% dans le groupe avec la réalité augmentée, une étude américaine. Alors les Américains font une deuxième étude où ils montrent que là, ils arrivent à diminuer le taux de fuite jusqu'à 1,4% et un changement d'attitude dans 8%. Et plusieurs petites études systématiques qui disent qu'il y a quelque chose. Alors nous, on s'était demandé, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose d'aussi bien que les Américains? Est-ce que notre burger européen ressemblera au burger américain ou ressemblera plutôt à ça? Et donc, on a fait une étude entre Oxford, Genève et Dublin. On est allé regarder sur 500 malades s'il y avait une différence. 85% de laparoscopie, donc des nouvelles technologies, avec une durée moyenne pour faire cette procédure d'environ 4 minutes et une apparition de signal en 30 secondes. Et puis des changements d'attitude dans 80% des cas où on voit, ici c'est là où on voulait couper, on fait l'injection et on se rend compte qu'il y a une différence. Et donc une différence de 6% chez ces malades où on a pu couper à un endroit où les vaisseaux sanguins sont bons. Grâce à ça, ça nous a permis de diminuer nos taux de fuite historiques, qui sont ici en rouge, avec le vert et la réalité augmentée, qui montrent que, notamment pour le cancer du rectum, on a une diminution de 10%, la moyenne européenne a une diminution de 3,3%, qui sont des très bons résultats en Europe. Donc, cette réalité augmentée, elle nous permet de diminuer des fuites, donc plus de 50%, avec un changement d'attitude dans 6%. Les études ont continué de pleuvoir, comme vous l'avez vu, et ici on a pratiquement tout qui dit que ça vaut la peine de le faire, même si les études prospectives randomisées ne l'ont pas encore prouvé, mais sont en cours de le faire. On attend 2 grandes études, une étude coréenne et une étude européenne, qui devraient mettre fin à la discussion et prouver qu'on a bien fait d'aller dans cette direction.
Une autre utilité de ce néo-infrarouge et de cette réalité augmentée, c'est d'aller chercher des ganglions sentinelles. Donc, quand on a des ganglions, ils sont comme ces gardes suisses et on doit trouver la sentinelle. Et ce n'est pas forcément facile d'identifier. Donc ici, on a plein de petits ganglions. Et avec le néo-infrarouge, on va pouvoir injecter et identifier des ganglions spécifiques qui vont nous montrer où est-ce qu'on doit travailler. Une autre application, c'est de visualiser l'urtère. Donc, c'est un tuyau qui est ici, qu'on ne voit pas forcément aussi bien. Et avec cette réalité augmentée, on peut voir le flux de l'urine qui va être coloré et qui va nous permettre d'éviter des dommages. Le futur sera l'intégration de ces différentes technologies avec l'intelligence artificielle, le deep learning, qui va nous permettre peut-être un jour d'avoir des images réelles, de la radiologie, des cibles spécifiques et qui vont nous permettre d'arriver à la prochaine génération de la chirurgie pour le futur. Donc en conclusion, l'amélioration de la visualisation, elle permet d'améliorer les actes du chirurgien, que ce soit de la 3D, du 4K. La chirurgie robotique, elle va devenir incontournable, c'est absolument certain. Elle va probablement même voyager dans l'espace. Et les développements de la réalité augmentée, ils permettent de visualiser des structures qui étaient invisibles jusque-là. Jusqu'au jour où on pourra peut-être pas amener le robot Da Vinci dans l'espace ou sur Mars, mais qui vont nous permettre d'évoluer et de faire évoluer tout ceci. Et je pense que nous pouvons donc faire nôtre la devise de la NASA, plus loin et d'aller above and beyond, la journée de demain pour les chirurgiens. Je vous remercie de votre attention.